3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? Ce mercredi où on reprend les bonnes habitudes après que tout était décalé la semaine dernière suite à mon voyage à New York et on repart sur un best-of de live en mode Crystal Ball. Yes, là, en ce début de saison, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait pas mal d'équipes favorites, contenders ou alors outsiders qui étaient un petit peu en galère, ou en tout cas qui ne correspondaient et qui ne répondaient pas totalement à toutes les attentes qui étaient placées en elles. Et franchement, mine de rien, ça commence à être parlant parce qu'il y a déjà une quinzaine de matchs qui ont été joués en NBA. Et là, moi, je me suis posé une question, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter pour ces teams et est-ce que c'est le moment d'appuyer sur le bouton rouge en mode panic mode? Et bien ça, justement, je vous développe le concept juste après, c'est ce qu'on va évaluer aujourd'hui, en vous présentant la situation de chacune de ces équipes et en vous demandant à chaque fois, à vous, votre avis concernant ces équipes. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti! Quels sont ces favoris en NBA qui déjà sont obligés d'enclencher le panic mode? Alors aujourd'hui, on va parler de ces équipes qui, en début de saison, on en attendait pas mal d'eux, en tout cas, j'irai pas jusqu'à dire qu'elles étaient toutes favorites, mais en tout cas, on les attendait potentiellement haut, il y avait un monde où elles feraient une bonne saison, et là, ce qu'on remarque, c'est que ça fait un mois là que cette campagne 2022-2023 a débuté, et c'est le moment déjà où tous les fans, où tous les analystes aussi, remettent en question leurs pronostics, et moi je fais partie de ces gens, je me rends compte qu'il y avait pas mal de choses que j'avais imaginées qui ne se passent pas, et ce qu'on voit, déjà, moi ce qui me marque en fait depuis ce début de saison, c'est que justement, parmi ces équipes qu'on attendait fort, avant le début, vraiment avant le début de la campagne, certaines, à leur échelle, et à des degrés différents, parce qu'on les attendait pas tout au même niveau, pédalent un peu dans la semoule. Et justement, ces teams, moi, je me pose la question, est-ce qu'elles subissent juste en ce moment un retard à l'allumage, et ça va se régler, elles vont finir en mode diesel, en mode performante, ou alors, est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter pour elles, et est-ce que ce début de saison peut être à l'image de la suite de leur saison, justement, et si c'est le cas, en tout cas, si ça continue, est-ce qu'on doit s'attendre est-ce qu'elles appuient sur le bouton rouge en mode panic mode un petit peu parce qu'il va y avoir de nouvelles choses à gérer. Et bien justement, ça on va en parler aujourd'hui. Moi je vais parler de ces équipes, je vais parler de leur situation, je vais expliquer un petit peu ce que j'imagine, en tout cas ce que j'ai constaté depuis le début de la saison et ce que j'imagine pour la suite, ce qui peut se régler, ce qui va se régler, ce qui va pas se régler. Je vais vous dire tout ça, et à chaque fois vous me direz si selon vous, ces équipes vont rebondir, redresser la barre, ou si au contraire, d'ores et déjà, on peut se permettre d'envisager une mauvaise campagne de leur part. Donc moi je vais vous livrer mon sentiment, vous me direz ce que vous en pensez, un petit peu comme on fait dans tous les lives, et puis j'ai hâte qu'on fasse le bilan tous ensemble. Et donc on commence par les Nets. On le savait, avec eux, vraiment ça, on s'en doutait. Avant même le début de la saison, il y avait une situation, un peu marche ou crève du côté de Brooklyn. Parce que sur le papier, c'est vrai que l'effectif était super intéressant, en tout cas d'un point de vue basketballistiquement parlant comme on dit. Non, c'est trop dur à se dire, donc on va rester sur d'un point de vue basket, avec de vraies qualités, de vrais joueurs, et des mecs qui, on le sait, peuvent faire la différence sur un match. Néanmoins, il y avait aussi pas mal de choses qui nous faisaient nous poser des questions. Entre l'imprévisibilité de Kyrie Irving, les soucis psychologiques de Ben Simmons et l'aversion de KD pour Steve Nash, on savait dans cette team ça pouvait vite partir au drama. Et clairement, cette tendance, elle a pas tardé à se faire confirmer. Ben Simmons, dès le début, il a montré des difficultés. Après, j'ai bien aimé certaines choses, son côté all-around, sa vision de jeu, sa polyvalence et même l'impact qu'il essayait de mettre en défense, même si c'était pas à la hauteur de ce qu'il faisait avant. Mais pour le moment, même si je suis ok pour être patient avec lui et lui laisser encore du temps, je trouve que c'est assez flagrant. Il manque d'agressivité et il est toujours très loin du niveau All-Star qu'on lui connaissait. De toute façon, il semble pas non plus au max de sa forme physique, il manque pas mal de matchs dernièrement, et pour l'instant, oui, peut-être que ça va revenir, mais pour le moment, il est pas au niveau. Après, on peut parler de Kyrie, qui lui, il a eu la bonne idée de se faire remarquer de la très mauvaise façon, en relayant des films appropriés, et il aurait pu s'en douter, ça a pas plu à la NBA, donc il s'est retrouvé suspendu, enfin là, c'est les Nets qui sont suspendus, et qui l'ont suspendu, donc ils lui ont mis au moins 5 matchs, mais mon petit Noah me dit que ça devrait durer bien plus. Ça aussi, ça a rajouté pas mal de drama, et au milieu de tout ça, forcément, quand t'as un Kyrie qui fait tout ça, un Ben Simmons qui retrouve pas le niveau attendu, sportivement sur le terrain, il y avait pas grand chose qui allait, avec 5 défaites sur les 6 premiers matchs du côté des Nets, et un Steve Nash qui a vite pris la porte, histoire encore de rajouter de l'huile sur le feu à ce drama. Donc si vous en vouliez justement des choses qui se passent et du drama, j'ai pas d'autres mots, on a rapidement été servi. Sur le terrain, clairement, en tout cas en début de saison, c'était catastrophique, on le voyait, il y avait aucun système
système qui était mis en place, l'envie n'était absolument pas là chez les joueurs, ils semblaient pas soudés, ils semblaient rejeter tout ce que leur demandait Nash, on voyait, enfin il y avait aucun système, limite on avait l'impression qu'ils faisaient exprès de faire l'inverse que ce leur demandait Nash. Nash il leur disait, essaye de jouer un pick and roll, le mec il jouait en ISO, en fait on avait une équipe où chacun en faisait qu'à sa tête pour finalement pratiquer ce que je peux appeler une bouillie de basket. On voyait des tensions sur le banc, des oublis défensifs qui étaient assez incroyables, et surtout aucun esprit d'équipe, et ça en NBA tu peux pas te le permettre. Heureusement là, depuis quelques matchs, avec l'arrivée de Jack Vaughn, malgré la défaite face aux Lakers qui a eu lieu dimanche soir, j'ai l'impression que les choses se sont apaisées. Le changement de coach a visiblement été très bien vu par les joueurs. Vaughn y donne l'air d'être complètement validé par KD. J'ai vu un KD souriant avec son coach et ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Et finalement, même si je sais que tout le monde sera pas d'accord avec ça, je trouve que la suspension de Kyrie, même si on peut que regretter, bien sûr, de pas le voir sur un terrain de basket et de pas voir son talent à l'œuvre, parce que je remets en aucun cas en cause son talent, mais moi je pense, en tout cas en apparence, que ça a semblé calmer les choses. Donc tout ça, ça a laissé entrevoir un rayon de soleil, je trouve, à Brooklyn, avec un KD qui se retrouve, qui affole à nouveau les compteurs, une équipe qui est soudée autour de lui, avec des role-players qui remplissent leurs tâches comme il faut, hein. Moi je trouve, on a du Royce O'Neal, du Edmond Sumner, qui est bon depuis le début de la saison, du Nick Claxton aussi, du Seth Curry, qui a retrouvé de sa superbe sur les derniers matchs, et une team qui semble enfin revancharde et qui montre de l'envie. Quand à Brooklyn, de toute façon, on s'en doutait, hein, mais quand on se concentre sur le basket, d'un coup tout va beaucoup mieux. Sauf que tout ça, on a l'impression qu'on est chez les bisounours, mais la question c'est, est-ce que cette embellie elle peut durer, et est-ce qu'on peut s'en satisfaire aussi? Moi je trouve qu'encore une fois, même si dernièrement on voit du mieux, l'équilibre est quand même bien instable, et il faut être conscient que la situation Kyrie, même si pour l'instant il est écarté et suspendu, elle est loin d'être gérée totalement. Et puis on le sait aussi, en NBA, et puis même dans le sport en général, quand il y a un changement de coach ou un changement significatif dans l'effectif, il y a souvent une période lune de miel pendant laquelle tout va bien, et ça pourrait donner l'impression que c'est ce qu'il est en train de se passer à Brooklyn avec l'arrivée de Jack Vaughn, mais rien ne dit du tout que ça va tenir sur la durée. Donc ouais, pour le moment, ok, à Brooklyn les choses vont mieux, et depuis quelques jours, sans Kyrie et sans Nash, on voit enfin les joueurs jouer au basket et pratiquer un beau jeu. Ça joue pas forcément vite, hein, il suffit de regarder les stats, ils sont 26e en termes de pace, mais c'est plutôt efficace, et même si encore cette année l'équipe peine dans la peinture, hein, notamment au rebond, où regardez ils sont 25e, ce que j'ai vu ces derniers jours, globalement en tout cas ça m'a satisfait. Il y a un vrai step-up, et il y a de quoi espérer un minimum, quand en début de saison il n'y avait rien du tout à espérer. Donc, parce que clairement, hein, ce qu'on a vu c'était le jour et la nuit avec la période Steve Nash. Maintenant, est-ce que c'est pour ça qu'il faut être à 100% optimiste? Je suis pas sûr. C'est peut-être trop tôt, d'accord, pour tout remettre en question, mais je mentirais si je disais que j'ai énormément d'espoir pour eux sur le long terme. Donc j'ai hâte de voir comment sera gérée l'affaire Kyrie Irving après sa suspension, et je pense que si autour de lui ce climat toxique ne disparaît pas, ce sera peut-être le moment, en tout cas, il sera grand temps chez les Nets d'appuyer sur le bouton rouge, au moins le concernant, et peut-être plus autour de l'effectif. Donc c'est peut-être un petit peu trop tôt, mais je crois que pour appuyer sur le bouton rouge du panic mode, il va falloir voir comment se gère la situation Kyrie, et si effectivement ça tire l'équipe vers le bas, à mon avis, il faudra tout détruire. Deuxième équipe pour aujourd'hui, les Golden State Warriors. Et quand on est champion en titre, évidemment, de fait, on a des ambitions, surtout quand on n'a pas non plus complètement bouleversé l'équipe, même s'il y a eu quelques changements. Sauf que là, à Golden State, même si je doute pas de leurs ambitions, hein, et je pense qu'elles sont toujours présentes, sur ce début de saison, le niveau n'est pas à la hauteur. Pour le moment, on a une équipe qui présente un bilan inquiétant, et malgré quelques exploits individuels, notamment de Steph Curry, qui ont permis à l'équipe de temps en temps de sauver les meubles, quand il marque 40 points, ouais, les chances de gagner sont multipliées à Golden State, mais quand il n'arrive pas à dépasser les 30, il y a beaucoup de défaites, et moi ça m'interroge pas mal, en plus de cette espèce d'incapacité à s'imposer à l'extérieur, avec un road trip récent qui s'est matérialisé par 5 défaites de suite. Je crois qu'ils sont à 7 défaites au total depuis le début de la saison, lorsqu'ils sont loin de leur terre, et ça, franchement, ça pique pour une équipe qui est championne. Mais plus que ça, plus que les chiffres et plus que juste les résultats, moi ce qui m'interroge vraiment, ce qui m'inquiète même, c'est cette attitude qui est montrée sur le parquet. Ça joue très vite, c'est sûr, hein, à Golden State, c'est le plus haut pace de la ligue, donc il n'y a aucun doute, ça joue vraiment vite, mais ça perd énormément de ballons, ça défend absolument pas, et les chiffres dans le domaine sont catastrophiques. C'est beau de jouer vite, mais
En contrepartie, tu te dois de jouer de jouer propre et de défendre un minimum. Quand on voit que c'est le 27e defensive rating de la ligue, moi je me dis, il y a quelque chose qui fonctionne plus comme l'année dernière chez ces Warriors. Et en plus, les défaites, c'est pas comme si l'équipe ne perdait que face à des contenders. Quand on voit qu'il y a les Hornets, les Pistons, le Magic, il y a les Kings aussi, du coup, dimanche soir, qui ont réussi à les faire tomber, on se dit vite qu'il y a quelque chose qui cloche. Et à mon avis, ce truc qui cloche avant tout, c'est la défense. Et pourtant, moi je veux bien, hein, il y a Gary Payton Jr., Gary Payton 2 qui est parti, il y a Otto Porter qui est parti, mais est-ce que ça suffit pour expliquer ce début de saison si compliqué et ces vraies absences en défense? Je pense pas. Je veux bien que Payton était un excellent défenseur, mais il t'en reste des bons défenseurs et c'est pas normal qu'une équipe avec Wiggins et Draymond Green soit aussi peu performante de ce côté-là du terrain. Moi je me dis, il y a vraiment quelque chose qui va pas à Golden State. Donc là, évidemment, et ça c'est le raccourci facile, on se dit que depuis l'incident entre Draymond Green et Jordan Poole, il y a des questions à se poser sur l'alchimie, quelque chose qui peut être cassé et une mauvaise ambiance dans le vestiaire. Pourquoi pas? Mais est-ce que ça suffit ça aussi pour tout expliquer? Je crois pas. Moi je crois que c'est un mix de pas mal de choses. Il y a peut-être ça, il y a peut-être les départs aussi, mais il y a aussi des soucis d'attitude. Quand je vois par exemple un mec comme Klay Thompson, qui pourtant a toujours été irréprochable depuis le début de sa carrière, là je le trouve pas dedans. Quand je le vois jouer là, des fois il fait ses stats, mais c'est pas de façon très régulière, mais surtout c'est encore une fois l'attitude. Il a l'air frustré, il a l'air énervé, je le vois râler tout le temps sur les refs, beaucoup plus que ce que je l'ai jamais vu râler, et tout simplement, mentalement, il a pas l'air d'être dedans, en tout cas jusque là. On a un Jordan Poole que j'aime beaucoup aussi, mais pour l'instant, il peine un petit peu à confirmer sa breakout season de l'an dernier. Il lui arrive de faire des bons matchs, mais c'est assez sur courant alternatif. On en attend plus d'un mec qui a signé un si gros contrat cet été. On a un Draymond qui fait du Draymond, on le connaît, c'est pour le meilleur, mais aussi pour le pire, et malheureusement on voit beaucoup de pire depuis le début de la saison, et surtout, je trouve, il y a pas mal de jeunes qu'on attendait fort, comme Kuminga, comme Moody, comme Wiseman. Je sais que beaucoup de monde était très enthousiaste les concernant, mais cette saison, en tout cas sur ce début de saison, moi j'ai l'impression qu'ils ont montré, jusque-là, je dis pas que ça va pas changer, mais jusque-là, qu'ils étaient sûrement toujours un petit peu tendres pour avoir des responsabilités, et que finalement, des mecs comme Bjelica, Otto Porter Jr. et Gary Payton, qui finalement n'étaient plus tout jeunes non plus, étaient plus utiles et plus expérimentés dans une équipe ambitieuse, et que pour l'instant, ce banc, en tout cas, ne donne pas l'impression d'être à la hauteur concernant les jeunes. Alors oui, après, globalement, on a un Andrew Wiggins, j'ai pas grand chose à lui reprocher, il est pas non plus excellent, mais il fait le taf des deux côtés du terrain. On a un Steph Curry qui fait toujours des dingueries, et heureusement, il peut prendre des coups de chaud, comme quand il a planté 47 points face à Sacramento, mais tout ça, force est de constater que ça suffit plus, et en tout cas ça suffit pas sur la durée. Curry, il marque pas 40 points à chaque match, et ça pénalise Golden State. En fait, cette espèce de cohésion, ce plaisir de jouer ensemble, qu'on voyait beaucoup chez les Warriors, cette espèce d'insolence, cette confiance, et même le sourire qui était affiché sur leur visage quand ça marchait, et depuis le début de la saison, tout ça on le voit plus, c'est aux abonnés absents. Et le problème pour moi, il est bien là, comme si tout le monde avait relâché ses efforts après le titre, comme si la défaite créait des tensions en fait, et que beaucoup finalement se mettaient à davantage penser à leur situation personnelle un peu, plus qu'aux objectifs collectifs, et ça c'est pas bon quand tu veux avoir des ambitions. L'agressivité elle est pas là à Golden State, quand on les voit jouer, ça se voit directement, la défense est suspecte, la seconde unit n'apporte pas autant que prévu, et au milieu de ça, pour la première fois, moi j'ai l'impression de voir un Steve Kerr qui galère à établir ses rotations. Là, on sent le doute dans le regard des joueurs, même des coachs, et pourtant, malgré ce doute-là, tu te dis, ça y est, là, ils ont la défaite, il faut qu'ils rebondissent, il faut qu'ils se ressoudent. Moi je vois encore des joueurs qui ont une attitude un petit peu amorphe, qui subissent plutôt que de se laisser porter par un sentiment d'urgence qui te pousserait vers l'avant. Donc encore une fois, je veux pas non plus jeter la pierre à Stephen Curry qui a montré qu'il pouvait s'énerver, mais vraiment de tout le collectif de manière générale. En fait, si depuis le début de la saison c'est les montagnes russes en termes de résultats, des fois ça gagne, des fois ça gagne pas, mais ça perd beaucoup plus que ça ne le devrait, mais aussi c'est les montagnes russes au cours d'un seul et même match, avec un bon quart-temps et un quart-temps où tu comprends pas pourquoi, mais plus personne ne joue au basket, des très bons passages et d'autres passages où cette équipe devient vraiment méconnaissable. Donc maintenant, les Warriors, je veux pas non plus être complètement fataliste, parce que des déconvenus, ils en ont connu d'autres, les joueurs se connaissent, mine de rien, l'alchimie, même si peut-être que quelque chose est cassé, ça peut toujours se ressouder, et on a quand même pas mal de gars expérimentés, qui, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, les cadres, et par le passé, on a une team qui a déjà montré qu'elle était capable de sortir de sales situations. Néanmoins, je me dis aussi que les cadres vieillissent, pendant que la jeunesse, comme je disais tout à l'heure, peine un petit peu à prendre le relais, et ça, on peut se dire que c'est une situation qui complique un petit peu la transition entre ces deux générations, pour cette équipe qui est championne en titre. Donc alors,
Maintenant, la question, elle est là. Est-ce qu'il faut paniquer pour ces Warriors? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Ou alors, est-ce qu'il faut appuyer sur le bouton rouge? Peut-être, je sais pas, faire partir un cadre pour avoir d'autres remplaçants et en avoir plusieurs. Ou alors, peut-être faire un pack avec plusieurs jeunes pour avoir un autre titulaire. Il y a peut-être pas mal de choses à faire. Je me dis que c'est sûrement encore trop tôt avant d'envisager ça, parce que vous connaissez l'adage de toute façon qui a été popularisé par Rudy Tomjanovic. Il faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion. En revanche, je me dis qu'une réaction rapide est attendue, vraiment. Et surtout, moi, j'ai besoin de revoir cette équipe défendre. Ils en sont capables, comme je disais, ils en ont les pièces. Mais sans ça, je pense qu'il faudra se poser de vraies questions à Golden State et peut-être envisager un transfert ou deux. J'espère que ce sera pas trop en mode panique, mais pour renforcer l'équipe qui a peut-être besoin de ça pour retrouver son âme, besoin d'un électrochoc et potentiellement, ça passera pour un transfert avec un joueur ou un pack de jeunes important. Donc quoi qu'il en soit, moi ce qui est sûr, c'est que c'est la première fois depuis bien longtemps que je vois autant de doutes, même c'est la première fois je crois depuis que cette équipe est au complet, sans blesser, que je vois autant de doutes dans son jeu à ces Warriors, et là, si on trouve pas de solution du côté de Steve Kerr et du côté des joueurs, je me dis que quand, je sais pas, là on a joué 13 matchs, si à 20-25 matchs ça continue à pédaler dans la smoule de la même façon, mais peut-être qu'il sera temps, alors peut-être pas d'appuyer sur le bouton rouge et de tout reconstruire, mais au moins sur le bouton orange. Maintenant, les Lakers, et ça vous vous en doutiez vu comment vous m'en parliez au début du live. Et clairement, chez les Lakers, en vrai ça fait un moment que c'est la crise, j'ai envie de dire, et en vrai ce serait pas si loin que ça, depuis le titre de 2020. Presque, franchement. Là, l'an dernier, et c'était le pire l'an dernier, le recrutement avait été catastrophique. Il y avait trop de vétérans, il y avait peu de spacing, il n'y avait pas assez de vitesse, et l'équipe, clairement, elle a sombré dans les bas-fonds du classement, elle a même pas disputé le play-in, après avoir dû lutter avec les blessures de LeBron et Anthony Davis, mais aussi les difficultés d'adaptation de Russell Westbrook. Bon, voilà, là, je sais que les fans des Lakers trouvaient des excuses, on l'entendait souvent, c'était pas leur année, ça allait rebondir l'année suivante. Moi, je voulais bien les croire, mais j'attendais de voir, surtout que les trois cadres ont été gardés, en tout cas le Big 3 est toujours là, et on a pris un petit peu le contre-pied de l'année d'avant avec les moyens qui étaient disponibles. Donc on a dit au revoir à Frank Vogel, on a fait venir Darvin Ham, tandis que chez les joueurs, ok, de toute façon c'était compliqué au vu de la situation financière des Lakers, il n'y a aucun nom vraiment clinquant qui est arrivé, contrairement à l'année d'avant, quand on avait du Carmelo Anthony par exemple, enfin bref, on a essayé de faire venir des gros noms vétérans, ça n'a pas fonctionné, donc là on a fait l'inverse, on a pris des joueurs qu'on connaissait un petit peu moins, mais on attendait quand même des jeunes joueurs qui devaient agir comme des morts de faim, et c'était peut-être, moi je me disais, il y a peut-être un monde où ça peut marcher justement, t'entoures les stars avec des morts de faim, des jeunes qui ont envie de prouver, plus qu'avec des vétérans, et ça peut que faire mieux, sauf que là, moi ce que je remarque, c'est que malgré ces modifications, ce qui saute vite aux yeux, c'est que c'est pas plus glorieux en tout cas pour l'instant chez les Lakers. Alors que l'an dernier, beaucoup tiré à boulet rouge sur Vogel et Westbrook, c'était apparemment les deux seuls responsables de tout le monde, mais je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça, et que la situation, elle va bien plus loin que ces deux seuls responsables. Déjà aujourd'hui, Vogel est plus là, et Westbrook, en vrai, sur ce début de saison, j'ai pas grand chose à lui reprocher, il fait du Westbrook, et peut-être même en mieux. Son surnom de Westbrook, moi je veux bien, et je sais que beaucoup s'amusent à le dire, mais en ce moment, et voilà, moi je sais qu'il y a pas mal de fois où je l'ai descendu, mais en ce moment, moi j'ai envie de dire du bien, parce que sur l'adresse de loin, déjà en termes de pourcentage, il est sur un career high. Et aux Lakers, dites-vous bien, j'ai vu cette stat tout à l'heure, à part Lonnie Walker, mais depuis le début de la saison, personne n'a mis autant de 3 points que Russell Westbrook. Bon, je sais que l'équipe est catastrophique à 3 points, n'empêche que, encore une fois, c'est pas lui qu'il faut accuser pour ça. Depuis qu'il est sur le banc, moi je trouve qu'il apporte de l'intensité, de l'envie et de l'énergie, du Russell Westbrook, c'est ce que j'expliquais, et pour moi, c'est un petit peu le seul, en tout cas parmi les stars, qui jusque-là a fait de vrais sacrifices, en acceptant finalement un rôle sur le banc, et en donnant son maximum pour essayer de tirer l'équipe vers le haut. Donc pour moi, le souci vient d'ailleurs, et il est bien réel, et quand on voit que ces Lakers, ils ont commencé leur saison par 5 défaites de suite, ils ont bien prouvé que oui, ça venait d'ailleurs, et que oui, le souci était réel. L'adresse de loin, ça je l'ai dit, est bien souvent catastrophique, le jeu offensif est clairement en chantier, et on a un Anthony Davis qui, même s'il semble en meilleure santé, même en bonne santé, n'est plus le même joueur qu'en 2020. Il a eu beau se réveiller la dimanche face aux Nets, franchement il a fait un excellent match, mais j'en demande plus. Là, il faut dire aussi que à Brooklyn, c'était pas non plus l'équipe qui avait le plus d'intérieur pour le limiter, donc très bien de briller face aux Nets, mais moi je veux qu'il brille aussi face à d'autres intérieurs, qui soient dominants des deux côtés du terrain, et il en est capable, AD, et quand il a été recruté, c'était pour ça. Entre un LeBron, qui a moins d'impact, qui vieillit lui aussi, il va avoir 38 ans en décembre, et on va pas lui reprocher de vieillir, mais bon, aujourd'hui en défense, on se rend compte qu'il a de plus en plus de mal à avoir un niveau acceptable, et un AD, qui est toujours en délicatesse avec son tir extérieur, et qui peut parfois se cacher des deux côtés du terrain pendant de longues minutes, jusqu'à en devenir transparent, j'ai pas peur des mots, par période, et qui fuit le combat dans la raquette.
raquette, ben ces Lakers, avec ces deux stars-là, en tout cas, montrent un mauvais visage. Et des fois, je me demande s'ils se marchent pas un petit peu sur les pieds, LeBron et AD dans la raquette. Donc ok, ça joue bien plus vite, désormais, maintenant qu'il y a plus de jeunes. L'équipe a le 3e pace de la ligue, ça peut être intéressant, sauf que jouer vite ça fait pas tout si t'as pas le fond de jeu qui va avec. Regardez, et moi ça m'a sauté aux yeux encore une fois, quand j'ai fait ce visuel, regardez le nombre de catégories qui est en rouge, hein. Les catégories qui sont en rouge, c'est toutes ces catégories, ces catégories où ils se retrouvent entre la 21e et la 30e place de la ligue. Bah c'est sacrément inquiétant. Autour des stars par contre, il y a des choses que je veux bien noter et sur lesquelles je veux être positif. Moi, j'aime bien ce que peuvent apporter des gars comme Lonnie Walker, comme Austin Reeves, comme Troy Brown Jr., comme Matt Ryan. Mais tout ça, c'est évidemment insuffisant. C'est pas eux qui vont faire gagner un titre. En fait, j'ai l'impression que cette équipe, tout simplement, elle manque d'âme, elle manque de cohésion et peut-être qu'elle manque de vrais leaders aussi, des mecs qui arrivent à souder toute cette team. LeBron peut agir en leader, mais j'ai l'impression que là, je sais pas, il est à un âge où il y arrive plus, où il est avec des coéquipiers avec lesquels il y arrive pas. Et que si Darvin Ham est arrivé avec un vrai objectif en tête, celui de changer la culture de cette équipe, ça se fait pas d'un claquement de doigts, et jusque là, le constat est plutôt à l'échec, même malgré les arrivées et les départs qu'il y a eu cet été. Donc ok, on a eu des wins face aux Nuggets, face aux Pels, face aux Nets dernièrement, qui peuvent faire naître un semblant d'espoir, mais je trouve qu'à chaque fois qu'il y a un semblant d'espoir, celui-ci, il disparaît vite. En conférence de presse, on a des coachs et des joueurs aussi qui se disent prêts à renverser la tendance, mais jusque-là, moi, j'entends surtout des mots et je vois pas grand-chose, en tout cas sur la durée, sur le terrain. Et moi, ce qui me bute quand je les regarde jouer, c'est vraiment ce manque de communication, ce manque de cohésion. En défense, j'ai l'impression qu'ils sont perdus. À chaque fois qu'ils prennent un panier, ils se regardent comme s'ils accusaient les autres. Et en attaque, le jeu offensif reste pauvre. La balle circule pas bien, il n'y a pas beaucoup de bons shoots qui sont trouvés, et c'est aussi pour ça que l'adresse de loin est catastrophique. Donc quand tu mixes des difficultés des deux côtés du terrain, évidemment c'est dur de s'imposer. Donc ok, on a beau dire, en tout cas c'est ce qui se dit chez les optimistes du côté des Lakers, que ça, c'est des faits, c'est un processus par lequel il faut passer quand on change de coach, quand on change d'effectif, et que justement, à force de perdre des matchs, les joueurs sont en train de se souder, de se serrer les coudes. Moi je veux bien essayer d'y croire, pourquoi pas, mais jusque-là, je vois rien de tout ça, et ça laisse pas forcément très optimiste. Moi je vois surtout une équipe avec des membres qui sont pas sur la même longueur d'onde, avec une scission qui semble de plus en plus importante entre les joueurs, et voilà pourquoi là je vais pas y aller par quatre chemins, je vais pas parler de bouton orange, je pense qu'il est temps, je sais pas comment parce que la situation financière est compliquée du côté des Lakers, peut-être en transférant AD, peut-être, franchement c'est à voir, mais je pense qu'il est temps d'appuyer sur le bouton rouge à Los Angeles, arrêter de trop espérer, en tout cas tant que cet effectif restera en place, moi j'y crois plus, ça y est c'est réglé. Allez, le Miami Heat. Et vu que chez les grosses écuries, c'est pour ça aussi que je fais ce live aujourd'hui, on en voit pas mal qui sont en difficulté depuis le début de la saison, moi je pense qu'il faut qu'on parle de Miami, qui également, avec 6 wins pour cette défaite pour l'instant, affiche un bilan plutôt décevant jusque-là. Alors bien sûr, et heureusement qu'en fait il y a eu ces 2 wins récentes face aux Hornets, ça a fait du bien, parce que 4 victoires pour cette défaite avant ces 2 victoires, ça faisait peur du côté du 8, franchement on attendait beaucoup plus, et surtout pour une équipe qui, on le rappelle, a terminé première à l'Est la saison passée. Et pourtant, mis à part le départ de PJ Tucker, je me rends compte qu'il n'y a pas eu de gros changements dans l'effectif, et malheureusement, enfin en tout cas en parallèle, moi ce que je vois, c'est qu'à Miami, en tout cas pour l'instant, je retrouve plus cette vista, cette cohésion, ce côté affamé et cette dureté qui définissent vraiment habituellement le Heat basketball, qui fait vraiment l'identité et la culture de cette franchise de Miami. Encore une fois, là ce qui m'embête encore plus que les résultats, je pense, c'est le visage affiché. À croire que la défaite en finale de conf face à Boston l'an dernier a laissé pas mal de traces. En vrai, finalement, le départ de PJ Tucker, on en parle peu, je trouve, mais j'ai l'impression qu'il a des conséquences. Donc ok, c'était pas le joueur qui faisait le plus de stats, mais mine de rien, il savait mettre un coup de pied aux fesses à ses potes, se comporter en leader, en vétéran, et donner le ton aussi en défense quand ça n'allait pas. Et là, que ce soit sportivement ou charismatiquement, si ça se dit, mais je trouve que son départ n'a pas vraiment été compensé, et au poste 4, c'est un petit peu compliqué là à Miami. Donc du coup, on a vu Spoelstra qui a bouleversé son 5, qui a titularisé Tyler Hero, et qui a mis Caleb Martin qui alterne entre le poste 3 et le poste 4 avec Jimmy Butler, qui est titulaire lui aussi. Pendant ce temps, on a un Max Strus, lui qui a retrouvé le banc alors qu'il était titulaire l'année dernière. Comme je disais, Jimmy Butler, il alterne entre le poste 3 et le poste 4 avec Caleb Martin. On a un Victor Oladipo qui semble toujours pas retrouver sa santé. On a un Kyle Lowry qui vieillit. On a un Duncan Robinson qui montre toujours pas qu'il mérite son contrat et qui en défense est assez catastrophique. Un Bam Adebayo qui fait des très bons matchs de temps en temps mais qui semble un peu plafonné, en tout cas qui progresse plus beaucoup je trouve. Et un Eric Spoelstra
qui d'habitude est la clé dans ce genre de situation, qui pour l'instant nous a toujours pas trouvé la pépite qui chaque année fait la différence. Maintenant, j'aime vraiment bien l'impact de mecs comme Max Strus, franchement, en tant que scoreur, il est adroit, il est bon, j'aime beaucoup Gabe Vincent aussi, l'intensité qu'il met, Caleb Martin aussi, même si c'est difficile de le faire jouer au poste 4, c'est un vrai soldat, mais encore une fois, ça suffit pas. Le Heat joue très lentement en fait, ils ont le 23e pace de la NBA, ils jouent beaucoup sur demi-terrain, et je les trouve beaucoup moins sereins qu'auparavant, et mine de rien, en fait, je trouve que sans Tyler Herro dans la seconde unit, ils ont plus Dynamiter qui est capable de prendre le relais des titulaires. Ils ont Max Strus qui peut jouer un petit peu ce rôle-là, mais sauf que Max Strus, il peut pas vraiment créer. Pour moi, un Max Strus, il a besoin de créateurs, il a peut-être besoin d'un Jimmy Butler, d'un Kyle Lowry qui va créer pour recevoir des bons ballons, et pour vraiment briller et tirer la quintessence de sa part, et un Tyler Herro que j'aimais vraiment bien dans la seconde unit, parce qu'en plus de shooter et d'être bon en catch and shoot et off-ball, il pouvait aussi créer pour les autres. Et là, voilà, Tyler Herro, maintenant qu'il est titulaire, peut plus remplacer de fait les titulaires quand les starters galèrent ou quand ils fatiguent. Comme quoi, des fois, en fait, le succès, surtout en NBA, moi je trouve que ça se joue à ces détails, et je trouve qu'en ce début de saison, à Miami, ces détails ont beaucoup d'importance. Donc ouais, c'est vrai que l'équipe n'a pas beaucoup bougé, quasi tous les joueurs majeurs sont restés, mais le problème, c'est que maintenant, avec ces micro-changements, et avec ce micro-départ de PJ Tucker, tout le monde doit un petit peu s'habituer à un nouveau rôle, et ça se voit en attaque ou en défense parfois, certains se cherchent encore beaucoup. La balle circule pas trop mal, avec pas mal de passes décisives, peu de balles perdues, ça c'est plutôt bien de jouer propre, c'est un bon point, mais quand je vois comment régulièrement cette team se fait bouffer au rebond, je me dis que vraiment le 5 majeur manque de taille, il manque un mec à l'intérieur pour aider Bam Adebayo. Alors maintenant, est-ce que je m'en fais vraiment énormément malgré tous ces constats pessimiste que je viens de relever? Non, je m'en fais pas tant que ça. Et pourquoi? Parce qu'au coaching, je sais que j'en fais beaucoup parce que je l'aime beaucoup de toute façon, mais au coaching, on a Erik Spoelstra, et je me dis que justement dans une telle situation, c'est ce que je disais au début, c'est peut-être le coach idéal. Pour moi, c'est un génie pour réussir à trouver le meilleur rôle à chacun, pour le bien de l'équipe, même si pour le moment ça se voit pas, peut-être qu'il faut que tout le monde s'adapte. Et là, je crois que surtout, il faut que tout le monde se fasse à ça, intègre les nouvelles qualités qu'on lui demande, enfile mieux ce nouveau costume, et surtout apprenne à jouer autrement, individuellement, mais aussi avec les autres. Et pour ça, évidemment, un temps d'adaptation est nécessaire. Donc, moi je me dis qu'une fois que cette adaptation sera trouvée, le manque de taille pourra être compensé autrement, et Spoelstra arrivera à trouver des solutions. Peut-être qu'un Nikola Jovic va percer et va nous surprendre au poste 4, même si pour l'instant il joue pas beaucoup. Peut-être que Caleb Martin va finalement exceller dans ce rôle-là. J'en sais rien, mais je fais confiance en tout cas en Spoelstra pour trouver les bonnes solutions. Je peux pas les prévoir parce qu'à chaque fois il me surprend, à chaque fois je me demande ce qu'il fait au premier abord, mais à chaque fois il me montre qu'il a raison. De plus, j'ai d'autres arguments. L'équipe, moi je trouve, à l'image d'un Jimmy Butler, qui balance à qui veut l'entendre, ça m'a fait marrer dans une interview récente, que quel que soit le début de saison et quel que soit le nombre de défaites pour l'instant, le Heat finira quand même champion NBA. Mais moi j'ai l'impression que, et ça c'est bon signe, les leaders ne semblent pas vraiment se décourager. L'an dernier aussi, je sais pas si vous vous rappelez, mais le début de saison avait été plutôt poussif, et quand tout a fini par cliquer, tout a immédiatement changé, et le Heat a dominé la conférence Est. Donc je pense donc que malgré ces balbutiements de début de saison, il est bien trop tôt pour paniquer totalement. Ce Heat avec un coach comme Spoelstra et un leader comme Butler, j'y crois encore. Néanmoins, je me dis que quand même, ce début de saison, il n'est pas non plus à mettre de côté et à penser que c'est qu'un accident. Commencer par la défaite, ok, on le disait tout à l'heure, ça peut permettre de se souder, mais ça peut aussi laisser des traces collectivement si ça s'enquiste trop. Ça peut poser sur le moral des troupes, donc j'espère qu'ils vont trouver vite des solutions. Et pour moi, la clé elle est simple, il faut que tout le monde s'habitue au plus vite avec son nouveau rôle. Ça se fera avec l'enchaînement des matchs, ça se fera avec les expériences, faut espérer qu'il n'y ait pas de blessures non plus, que tout le monde apprenne à jouer bien mieux les uns avec les autres, et pour ça, moi je pense que pour souder encore plus l'effectif, il va falloir faire preuve d'encore plus d'agressivité. Et si les shoots voulaient bien se mettre à rentrer, parce que l'adresse, que ce soit globale ou à 3 points, est loin d'être folle à Miami, je pense que ce serait pas du luxe non plus. Sans tout ça, je me dis qu'un coup de fouet qui remettrait tout le monde dans le droit, sans un coup de fouet qui remettrait tout le monde dans le droit chemin, je m'inquiéterais. Mais pour le moment, je me dis c'est encore trop tôt pour rentrer dans le mode panique, et je pense que ce coup de fouet à Miami, que ce soit dans le coaching staff ou dans les leaders sur le terrain ou même dans les leaders à l'entraînement comme Udonis Haslem, il y a pas mal de monde pour être capable de le mettre ce coup de pied aux fesses. Donc ok, pour l'instant ça marche pas, mais allez, je pense que eux ils vont rebondir d'ici la suite de la saison. Maintenant, les Timberwolves. Et cet été, l'équipe, quand elle a fait venir Rudy Gobert,
on va pas le cacher, ça aussi, on va être honnête, elle a tapé un grand coup. Et pour beaucoup d'observateurs, c'était une des équipes qui s'en était le mieux sortie du marché estival. Et si bien sûr, c'était vraiment trop optimiste de s'attendre à ce que tout clique directement et que l'équipe soit performante immédiatement, on était conscient qu'il faudrait aux joueurs, notamment à Rudy Gobert, un temps d'adaptation. Ben en vrai, je m'attendais pas non plus à voir ce que l'on observe en ce moment, qui me surprend pas mal en fait. Pas forcément dans les résultats, même si je les attendais un poil plus haut, mais plutôt, encore une fois, dans ce qu'on voit sur le terrain. Parce que oui, au final, Rudy, est-ce qu'il a eu besoin d'un temps d'adaptation? Ben pas tant que ça. Moi je trouve qu'il fait ce qu'il sait faire de mieux. Quand il est sur le terrain, l'équipe step up en défense. En fait, je disais tout à l'heure, Westbrook, je le trouve bon avec ses qualités et ses défauts. Ben Gobert, je le trouve toujours bon avec ses qualités et ses défauts. Il fait pas, il a pas forcément progressé énormément dans les domaines où il était le moins bon, quoique en attaque, des fois on le voit un peu plus dribbler, un peu plus jouer en post-up et c'est pas mal. Et en défense, il fait à peu près le taf. Donc oui, quand il est sur le terrain, en gros, c'est ce que je disais, l'équipe est meilleure en défense, même si c'est pas encore révolutionnaire. Elle prend aussi plus de rebonds. Et en parallèle, ça on s'en doutait aussi, offensivement, en sa présence, les Wolves ont plus de difficultés. Et ça, il y avait pas besoin d'être Einstein pour le prévoir en tout cas, et pour le parier. Mais on se disait quand même que des gars comme Karl-Anthony Towns, comme D'Angelo Russell, comme Anthony Edwards, qui sont tous des attaquants nés, seraient quand même là pour compenser, et que tout ça allait permettre aux Wolves de s'en tirer. Surtout que pour le moment, on le voit encore une fois dans les stats, c'est une équipe qui joue vite et avec un ballon qui circule plutôt bien, parce que ça fait aussi beaucoup de passes décisives. Et ça montre que le ballon est partagé, et tout ça, c'est quand même plutôt enthousiasmant. Mais le truc, c'est que pour l'instant, il y a beau avoir cette espèce de cohésion qui est en train de se trouver, ça porte pas ses fruits, en tout cas pas assez. Et sur ce début de saison, moi je trouve que les trois que je citais plus tôt, c'est-à-dire Kat, D'Angelo Russell et Anthony Edwards, là, les trois attaquants, sont pas forcément au niveau attendu, et répondent pas, en tout cas, aux standards que l'on pourrait attendre de leur part. On a le Ant-Man, ok, il fait toujours des stats, mais je le trouve beaucoup trop irrégulier, je le trouve moyennement impliqué, et peut-être pas au top de sa forme physique, j'en avais parlé récemment. Karl-Anthony Towns, on sent qu'il a envie de partager avec Rudy Gobert et de lui donner des ballons, mais en parallèle je le trouve beaucoup moins agressif et beaucoup moins dominant près du cercle, comme il peut l'être, en tout cas comme il l'a été la saison dernière. C'est vrai qu'il doit laisser la place à Rudy, mais du coup on a un Towns qui est moins tranchant, et D'Lo, alors que je l'imaginais pourtant se relancer en profitant des écrans de Rudy et en jouant plus le pick and roll, mais pour le moment, moi j'ai l'impression qu'il est trop en délicatesse avec son tir et avec son adresse pour briller. De temps en temps il est bon, et généralement quand il est bon ça se ressent sur la win, ça a été le cas face à Cleveland ce week-end par exemple, mais ça reste trop rare, et du coup forcément quand t'as ces trois gars qui doivent être tes pierres angulaires offensivement, ça se ressent dans le jeu et dans l'alchimie, avec une équipe des Wolves qui nous a montré des scènes plus que what the fuck cette saison. J'imagine que vous les avez vus, entre Anthony Edwards là qui sur tout un système attend derrière la ligne à 3 points avec les mains sur les hanches parce qu'il sait très bien que le ballon va pas lui revenir et que c'est pas dans les plans de Chris Finch sur ce système, ou un D'Angelo Russell qui oublie de rentrer sur le terrain carrément après un remplacement, qui laisse sa team défendre à 4, mais on le voit, ça pour moi c'est synonyme d'une équipe qui manque de cohésion, de communication, de confiance aussi, et tout ça, tout ça forcément ça te mène pas vers la victoire. En parallèle, on a un Chris Finch au coaching que je trouvais très bon dans ses décisions l'année dernière et dans ses rotations, et pour le moment j'ai l'impression qu'il est un petit peu dépassé par ce qui se passe. J'ai pas envie d'être trop critique avec lui parce que j'ai pas mal de respect pour le taf qu'il a déjà mis en place, mais jusque là il tâtonne un petit peu trop. Après je peux lui trouver des excuses, c'est pas simple pour lui, parce qu'à la fois il doit refaire tous ses systèmes avec l'arrivée de Rudy Gobert, parce que toute l'équipe doit s'adapter à sa présence des deux côtés du terrain. Il doit aussi davantage jouer sur half-court, parce qu'une équipe avec Rudy ça court beaucoup moins, mais en plus il doit gérer les caractères, il doit gérer les égos, et il doit gérer la confiance de chacun, tout en les incluant tous dans un collectif et créer des liens entre eux. Donc ça en fait des choses nouvelles à gérer dans cette équipe qui a été largement reconstruite finalement. Et là ça se voit, cette team, elle est en pleine phase d'acclimatation encore, d'expérimentation. Et comme je disais, ce qui est dommage c'est que le ballon circule plutôt bien, mais l'adresse extérieure est catastrophique, le temps de développer des automatismes en tout cas, il va falloir qu'ils se développent, parce que pour le moment, 24ème de la ligue à 3 points, t'as des pièces quand même normalement pour shooter de loin, et pour l'instant ça marche pas. Et le souci c'est que cette phase d'adaptation, cette phase où tu développes ces automatismes, mais t'as certains joueurs comme Anthony Edwards qui semblent pas vraiment avoir la patience suffisante pour la surpasser. T'as l'impression que il est jeune en même temps, donc je vais pas trop lui en vouloir non plus, mais quand il a pas tout de suite, il perd confiance et il fait un petit peu la gueule. Moi je le vois plus, le Anthony Edwards qui était chambreur et qui souriait et qui apportait un petit peu de fraîcheur en NBA. Là je le vois plus renfermé, plus râleur, et cette attitude là, ce body language je trouve qu'il ment pas. En tout cas il signifie pas mal de choses, et il signifie peut-être aussi un manque de maturité. Et pourtant moi
en tout cas à mon sens, elle se situe là, la clé. Tout peut pas cliquer d'un coup, notamment quand tu décides d'associer deux bigs comme Rudy et Karl Anthony Towns, surtout quand t'as un Gobert qui dispose d'un profil bien particulier. Du temps, il faudra l'accepter. Et là, pour le moment, dans cette équipe, je vois pas assez de détermination, pas assez d'envie, pas assez de patience à l'idée de passer les étapes les unes après les autres. Et voilà, même si la victoire contre Cleveland, apparemment dans les interviews disait que ça faisait du bien aux troupes, enfin c'est les joueurs qui disaient ça, et que c'était peut-être le début de la saison, il faut pas oublier que dans cette victoire, il n'y avait pas Donovan Mitchell non plus, même si elle a fait du bien, et pour moi c'est encore trop peu de preuves pour être persuadé que tout va cliquer directement. Donc ouais, s'il n'y a pas une remise en question immédiate, je crois que l'inquiétude pourra commencer à être de mise, et il va falloir encore une fois se booster, trouver les solutions, être patient. Moi je veux bien l'être, comme je l'ai dit, de toute façon il le faut, mais si les joueurs eux sont pas capables et se frustrent trop vite et perdent confiance parce qu'ils veulent trop tout de suite, je donne pas cher de ces Wolves sur la suite de la saison. Heureusement, j'espère en tout cas qu'il y aura des leaders pour aider les jeunes, pour aider Anthony Edwards notamment, pour aider D'Angelo Russell, même si D'Angelo Russell est plus tout jeune. Mais est-ce que quelqu'un a ce charisme dans cette équipe de Minnesota? Un Pat Beverley l'année dernière avait fait du bien dans ce sens-là, et peut-être que même si ça se voyait pas forcément dans les stats, comme le départ de PJ Tucker a fait du mal à Miami, on le disait, peut-être que le départ d'un Bulldog et d'un grognard comme Patrick Beverley à Minnesota pénalise aussi l'équipe. Donc à voir. J'y crois encore un peu, je pense que c'est encore trop tôt, mais j'ai quand même pas mal de doutes. En tout cas, j'en ai beaucoup plus que ce que j'avais en début de saison concernant les Timberwolves. On finit par les Sixers, pour lesquels, même s'il y a un petit peu de mieux, c'est compliqué depuis le début de la saison. Donc ouais, c'est vrai que là, ça fait 2-3 matchs, enfin 2 matchs surtout, qu'on a un énorme Joel Embiid qui les a aidés à retrouver un bilan à l'équilibre, et finalement, avec les 2 derniers matchs, avec la victoire face à Atlanta, puis la victoire face à Utah, c'est la seule équipe du jour qui se retrouve avec un bilan de 50%. N'empêche que même 50%, j'ai hésité à les enlever, mais je me suis dit non, parce que ces Sixers-là, ils doivent viser un bilan supérieur qu'un bilan qui est juste à l'équilibre. Ils étaient annoncés comme des potentiels contenders à l'Est, avec un recrutement estival que j'ai trouvé plutôt intéressant, qui m'a plu en tout cas, vu que moi, tout ce que je voulais voir, ça se passait à peu près à Philadelphie. Je voyais le banc qui se renforçait, je voyais aussi l'arrivée de joueurs de devoir, de soldats, de guerriers, et tout ça, ça me semblait bien pour cette équipe. Sauf que là, on n'a pas le choix de constater que ça pédale encore un petit peu dans la semoule, vraiment même. Ça se voit, l'équipe se cherche, elle n'est pas encore prête tout à fait. Et en plus de ça les aide pas, on a des absences qui s'enchaînent. On a James Harden qui va manquer un mois, on a Embiid qui a manqué quelques matchs en raison parce qu'il a chopé la grippe apparemment, donc tous les deux ils ont manqué des matchs, et quand on sait que le barbu reviendra pas avant décembre, tout ça c'est pas cool pour l'alchimie et pour développer des automatismes. Et pour le moment, ça se voit aussi. Doc Rivers, je sais que beaucoup aiment l'accuser, beaucoup lui tirer dessus, mais en ce moment on peut pas lui reprocher de ne pas expérimenter. J'ai l'impression qu'il il expérimente à chaque match et il change les rôles de chacun à chaque match. C'est signe qui tâtonne pour établir ses rotations, mais au moins, comme je l'entendais souvent et comme je lui reprochais beaucoup, il reste pas figé. N'empêche que pour le moment, ce qui est sûr, c'est que Doc Rivers, toute l'équipe, tout le monde se cherche, et j'ai un peu l'impression que les rôles de chaque joueur changent match après match. On a un Tobias Harris qui peut passer d'option 2 à option 4, et vraiment limite de role player, alors que des fois, c'est lui qui assure le scoring sur certains passages. On a un Tyrese Maxey qui, certains matchs, peut vraiment être le leader, surtout quand Embiid était pas là, alors que dans d'autres matchs, il peine à être davantage qu'un simple dynamiteur, et surtout, le banc, pour lequel j'avais pas mal d'attentes, qui, que je trouve est trop irrégulier dans son apport. J'aime bien ce que fournit Anthony Melton, mais depuis la blessure de Harden, il est devenu titulaire. Enfin, quand c'est pas Tybalt, qui est toujours aussi inoffensif en attaque, qui est titulaire. À côté, on a Daniel House, qui met un petit peu de temps à s'adapter, qui prend pas forcément les shoots dans le rythme aussi, et qui défensivement essaye de faire le taf, mais fait encore pas mal d'erreurs. Un Shake Milton, qui est pas plus sûr balle en main, qui possède toujours les mêmes failles, et qui, quand il doit jouer meneur, moi j'ai beaucoup de mal avec ça, et ça justement, il joue beaucoup plus au poste 1 depuis que Harden est blessé. Un Furkan Korkmaz qui présente toujours autant d'irrégularité avec son shoot, des fois il peut faire des belles séries, mais des fois il fait des écarts que je comprends pas, et un Georges Niang qui a eu beau prendre un ou deux coups de chaud, ça je vais pas lui enlever, mais c'est pareil, impossible de compter sur lui à tous les matchs. Donc ce banc pour l'instant, il me pose question, et je crois que le poste de pivot, en tout cas le rôle de backup pivot, faut qu'on en parle aussi. On a un Paul Reed qui me paraît toujours pas assez poli, assez mûr et assez serein pour obtenir de grosses minutes, qui fait encore des erreurs, qui offensivement a encore du mal et qui peut vite prendre des fautes, toujours. On a aussi un Montrezl Harrell, il met une vraie intensité, ça je vais pas lui reprocher soir après soir, au moins il a de l'envie, mais c'est pareil, il commet encore beaucoup d'erreurs en attaque et en défense, il se fait siffler des fautes bêtes, et tu sais toujours pas comment tu peux défendre le pick and roll avec un Montrezl Harrell sur le terrain. C'est beau d'apporter de l'énergie, mais ça fonctionne pas sur un long temps de jeu en tout cas, ou sur la durée. Et puis à côté on a PJ Tucker, on disait qu'il manquait à Miami, là c'est
c'est pas mal, il a beau tenter de s'afficher en tonton dans le vestiaire, sur le terrain, même si globalement il met ses shoots, bah c'est pas non plus un All-Star, et ses 37 ans à lui aussi se font sentir. Donc comme je disais, au milieu de tout ça, on a un Doc Rivers qui est en pleine phase d'expérimentation, qui a des rotations totalement instables, il teste des trucs dans tous les sens, et dans ce contexte, on comprend, c'est pas évident de trouver ses marques dans une équipe qui a pas mal changé, et pour des joueurs qui peuvent voir leur costume évoluer du tout au tout d'un match à l'autre. Donc voilà, même si c'est vrai, le bilan n'est pas encore catastrophique, qui peut encore se rattraper, qui peut s'améliorer, c'est la manière qui est inquiétante. On a Joel Embiid qui a eu beau prendre les choses en main dernièrement et livrer des perfs titanesques, vraiment, mais il pourra pas faire ça toute la saison, il a besoin d'aide de façon plus régulière, je pense, et si jamais il se blesse, vraiment, ce sera la catastrophe, quoi. Autour de lui, on a une attaque de Philly qui est souvent très stéréotypée, je trouve, avec une adresse qui, même s'il y a de bonnes séries, regardez, c'est la 10e meilleure équipe de la ligue à 3 points, donc c'est pas dégueulasse, mais ça reste aléatoire, ça reste par phase, et par série, et la défense a beau performer dans les chiffres, là, il y a rien à reprocher, 5e meilleur défensif de la ligue, 3e équipe qui encaisse le moins de points. Parfois, moi je trouve qu'il y a encore de grosses erreurs de communication qui me piquent les yeux. Donc même malgré les bons chiffres en défense, je suis persuadé que ça peut faire beaucoup mieux et qu'il y a des pièces qui permettent d'envisager beaucoup mieux de ce côté-là du terrain. Donc oui, c'est peut-être un peu tôt là pour tirer la sonnette d'alarme, surtout dans une équipe qui apprend encore à jouer ensemble et qui montre de meilleures choses dernièrement, mais je pense que cette team de Philly va devoir vraiment trouver de bonnes habitudes, il va falloir une seconde unit plus régulière et plus performante, un Embiid plus que dominateur et sur la durée, et surtout plus de communication des deux côtés du terrain, plus d'automatisme encore une fois. Heureusement que jusque là, comme je disais, les tirs de loin ont tendance à rentrer et que les pertes de balles sont pas trop nombreuses, ça c'est assez rare pour une équipe nouvelle, mais en dehors de ça, dans un jeu très très axé sur demi-terrain, qui est très lent, franchement, quand on compare ça à la moyenne de la NBA, mais je pense que cette équipe devra montrer encore plus de combativité et surtout se battre beaucoup plus au rebond et laisser moins de secondes chances. Franchement, quand t'as un Joel dans l'équipe, même s'il a manqué quelques matchs, c'est pas normal que tu sois la pire équipe au rebond de la ligue. Le pay s'explique pas tout dans ce domaine-là. Donc sans ce coup de pied aux fesses aussi, ce coup de fouet qu'il devrait prendre eux aussi, et encore plus avec la blessure de James Harden, qui pourtant avait plutôt bien commencé sa saison, malgré son nombre de dribbles qui était complètement titanesque. Lui aussi, quand il va revenir, il va encore falloir se réadapter. Je me dis, sans ça, sans cette cohésion qui doit arriver le plus vite possible, on a une campagne qui pourrait potentiellement rapidement se transformer en gros flop en Pennsylvanie, parce que clairement, s'ils finissent la saison à 50% de victoire, ce sera un flop. Mais allez, je vais essayer d'être optimiste, et vu que Joel a l'air d'avoir enfin lancé sa saison là dernièrement avec sa méga perf à 59 points et 7 contre avec un dernier carton de ouf, j'avoue que maintenant j'ai un petit peu plus d'espoir qu'il y a quelques jours, sauf que là je le vois depuis le début de la saison, j'avais eu des espoirs face aux Suns, le match d'après, le basket qu'ils ont joué était vraiment dégueulasse. Je veux maintenant que sur la durée, ils arrivent à montrer que ça, ils peuvent le tenir sur 4-5 matchs consécutifs et qu'ils puissent gagner également sans un Joel à 40 points. Et pour ça, à mon sens, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Il va falloir que Doc Rivers trouve ses rotations et que chacun, surtout, s'adapte à son rôle. Mais sauf que plus le rôle changera et plus ce sera difficile pour les joueurs. Épilogue. Il est donc l'heure de faire le bilan, et sans aucune surprise, l'équipe à laquelle vous croyez le moins pour rebondir, et c'est vrai que c'est moi aussi l'équipe à laquelle je crois le moins, vous avez dû le sentir tout à l'heure quand je parlais de potentiellement appuyer sur le bouton rouge le plus vite possible, même si ce sera compliqué à faire, j'en suis conscient, parce que les Lakers n'ont plus beaucoup de tours de draft, et sans lâcher de tours de draft, je pense que ce sera difficile d'envisager des trades. C'est les Lakers, vous pensez qu'ils vont pas du tout rebondir, et ils finissent avec seulement 16% de votes positifs quant à une bonne saison, c'est très peu, donc vous êtes très fataliste concernant les Lakers, et au vu de ce qui est affiché depuis le début de la saison, je peux le comprendre. Ensuite, l'équipe pour laquelle vous êtes le plus fataliste, derrière les Lakers, c'est Brooklyn. Et là aussi, je suis d'accord, tellement de drama, même s'il y a un petit peu de mieux depuis l'arrivée de Jack Vaughn, le Kyrie, on sait pas du tout comment il va revenir. Je pense que cette équipe, ça fait déjà des années qu'elle loupe le coche, c'est vraiment, ce que je disais tout à l'heure à Brooklyn, c'est que cette équipe, Durant, il a beau être énorme, il a beau essayer de la porter, lui tout seul, il l'amènera pas jusqu'au bout. Pour l'instant, Ben Simmons, il y a beaucoup de questions qui se posent, donc moi je me dis que Kevin Durant, il a besoin d'un Kyrie Irving pour aller au bout. Sauf que pour le moment, Kyrie Irving, il apporte quelque chose de toxique dans cette équipe, et cette équipe n'ira pas au bout s'il y a ce quelque chose de toxique. Donc pour moi, Brooklyn est dans une impasse, et j'ai du mal à croire au fait qu'ils pourront rebondir, et peut-être qu'il est temps de tourner une page à Brooklyn. En tout cas, c'est mon sentiment. À voir comment ça se fera. Après, ils arrivent 5e, donc c'est l'équipe à laquelle vous croyez le moins après les Lakers. N'empêche que vous êtes 60% à penser qu'ils vont rebondir. Donc en vrai, il y a une vraie différence avec les Lakers qui étaient à 16%. Et globalement, moi ce que je remarque, c'est que vous êtes positif pour pour toutes les équipes d'aujourd'hui, à part les Lakers. Donc ok, les Nets, vous y croyez peu, mais globalement, vous y croyez quand même. L'équipe qui vient ensuite,
qui arrive donc 4e, c'est les Warriors. Et ça me surprend un peu, parce que comme je le disais, ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion, mais ça je l'ai vu pour vous. Moi j'y crois un peu plus qu'aux Warriors, je les aurais pas mis 4e, mais ouais, moi les Warriors, je pense que je les aurais mis 1er ou 2e. En tout cas c'est une des équipes, dans celles que j'ai citées aujourd'hui, auxquelles je crois le plus. Pour vous, il y a quelque chose qui est vraiment cassé dans cette équipe. Les jeunes ne sont pas à la hauteur, les vétérans ne sont pas à la hauteur non plus. Pour vous, ils ont pris un petit peu trop la confiance après le titre, et ils sont plus aussi volontaires et guerriers que l'année dernière, et ça c'est vrai, ça se voit dans leur manque de défense, mais je reste persuadé que cette équipe a l'expérience pour rebondir. Donc moi je suis plus optimiste que vous concernant les Warriors, mais auxquels vous croyez quand même à 67%. Les Sixers arrivent juste au-dessus des Warriors. Moi par exemple j'aurais mis les Sixers derrière les Warriors, les Sixers avec 71%, donc vous y croyez aussi quand même pas mal, que les Sixers vont faire mieux, c'est-à-dire finir top 3, top 4 de la conférence Est, c'est ce qu'on disait. Il faut peut-être laisser le temps à cette équipe. Je sais que, encore une fois, et ça je l'ai encore lu dans le chat, vous êtes nombreux à reprocher tout plein de choses à Doc Rivers. Je trouve que c'est facile. Moi aussi, j'ai quand même beaucoup de choses à lui reprocher, mais dire que tout est de sa faute, je suis un petit peu moins d'accord. Et comme je disais, il est remis en question un peu, il se remet en question aussi, et on peut pas lui reprocher d'expérimenter des choses. Et ça, ça c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, effectivement, quand tu expérimentes des choses, il faut un temps d'adaptation. La blessure de James Harden n'aide pas. Moi j'ai tendance à croire que ça va finir par cliquer quand tout le monde sera en bonne santé, et quand tout le monde apprendra son rôle et aura quelque chose de plus stable. Malheureusement, s'il faut trop de temps pour ça, je comprends que certains n'y croient pas. Mais les Sixers, moi je les aurais mis un petit peu à la 3e place, mais j'aurais mis les Warriors devant eux, et par contre, les Timberwolves, je les aurais mis derrière moi. En fait, j'aurais inversé, je pense, dans votre classement, Golden State et Minnesota. Quoique Golden State, je les aurais peut-être mis en 1. Et bref, on en parlera après. Mais Minnesota, moi, j'y crois un poil moins. Parce que, c'est ce que je disais. J'ai l'impression que, ok, cette équipe, sur le papier, dans le talent, et même sportivement, dans la complémentarité, j'y crois. Sauf que cette équipe, c'est normal qu'elle connaisse des difficultés, notamment en début de saison, et que ces difficultés, les joueurs, pour l'instant, en tout cas, semblent pas encore prêts à les surmonter. Et il manque vraiment d'un leader pour essayer d'aider tout le monde à les surmonter. Donc, je suis un petit peu moins optimiste que vous concernant les Timberwolves. Maintenant, je comprends que vous le soyez, vu le talent de cette équipe, mais bon, globalement je pense qu'elle fera les playoffs, je m'inquiète pas non plus pour eux, et ça va faire mieux qu'un bilan en dessous des 50% de victoire, mais clairement je pense qu'ils seront un poil en dessous des attentes que j'avais sur eux en début de saison. Et l'équipe à laquelle vous croyez le plus, c'est Miami. En fait, moi j'aurais mis Golden State 1er, Miami 2e, Philadelphie 3e, Minnesota 4e, Brooklyn 5e et les Lakers 6e. Donc on a quelques petites différences dans nos classements. Vous croyez fort à Miami, vous êtes 83% à croire en Miami, j'ai pas dit, mais vous êtes 82% à croire en Minnesota. Donc c'est assez proche, Miami et Minnesota. C'est de loin les deux équipes auxquelles vous croyez le plus. Miami, c'est ce que vous disiez. Ok, Kyle Lowry n'est plus le même, Kyle Lowry vieillit. Ok, Tyler Hero, il va falloir qu'il s'adapte un petit peu mieux. En tout cas, il va falloir que l'équipe s'adapte mieux avec un Tyler Hero qui est titulaire. Mais on a Eric Spoelstra, et avec un Eric Spoelstra, on peut y croire. Sachant qu'en plus, on a un Pat Riley derrière qui est toujours bon peut-être pour faire un ou deux moves avant la deadline. Je sais que ça parle encore de Jay Crowder. Lui, ce serait une masterclass de faire venir Crowder au poste 4 à Miami. Pour moi, il y a toujours beaucoup de raisons d'être optimiste concernant Miami. Et en fait, plus je parle, plus je me rends compte que peut-être que moi aussi, je les aurais mis numéro 1 devant les Warriors. Donc on finit avec le classement que moi j'aurais fait et que je vous montre en image. Comme vous voyez, il est assez proche. J'aurais mis Miami en 1, Golden State en 2, Philadelphie en 3, Minnesota en 4, plus bas que vous donc, Brooklyn en 5 et les Lakers en 6. Tout ça, c'est comme vous. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de ce classement et c'est plutôt cool d'avoir fait ça ensemble et de parler de ces équipes pour voir si elles devaient ou non activer le bouton rouge du Panic Mode. Voilà pour ce qui est de ces équipes potentiellement en mode panique, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu et surtout qu'est-ce que vous en pensez de ces teams? Est-ce qu'il est vraiment temps de s'inquiéter pour elles ou alors est-ce que vous êtes persuadé qu'elles vont rebondir? Quelle est celle pour vous qui a le moins de chances de faire quelque chose cette saison? Et au contraire, quelle est celle selon vous qui a le plus de chances de rebondir et de faire quelque chose? Est-ce que vous êtes d'accord avec la commu de Twitch ou alors pas du tout? C'est toujours très riche de voir les différences qu'il y a avec YouTube. Donc lâchez-vous en commentaire, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de lire vos avis et vos tendances. Et même si vous ne vous en doutez sûrement pas, bien souvent j'inscris les choses sur des tableaux Excel pour essayer de voir qui est d'accord avec qui. Donc ouais, quoi que vous en pensiez, soyez-en persuadés. Même si je vous réponds pas toujours, vos commentaires, eux, servent toujours à quelque chose. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires, évidemment. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super utile pour le watch time et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee, vous êtes le sang. Alors si vous aussi vous voulez rejoindre cette Dream Team, n'hésitez plus, toutes les infos sont dans la description. À très vite.